C'est le monument qui à lui seul symbolise la révolution urbanistique que Bordeaux est en train de vivre. La Cité du Vin, un bâtiment tout en douceur, tout en rondeur, tout en reflet à quelques battements d'ailes seulement de la célèbre façade des quais rectiligne du Bordeaux historique. C'est le lieu idéal pour vous inviter à parcourir la ville et faire tomber quelques idées reçues, car les monuments encore visibles aujourd'hui donnent une vision incomplète de la riche histoire de la cité. Je vous promets des séquences inédites comme cette ascension vertigineuse jusqu'au sommet de la flèche Saint-Michel. Dessus, mais aussi dessous, nous allons traquer une ville invisible, cap sur Bordeaux, la ville en mouvement. Bordeaux, c'est d'abord un emplacement, un havre naturel idéalement situé dans cette grande boucle en demi-lune que dessine la Garonne. Une cité née autour d'un port qui, bien qu'à 100 km de l'océan, fut le plus important en France au XVIIe et XVIIIe siècle. C'est d'ailleurs à cette époque de grande prospérité que fut construite cette façade des quais quasi unique au monde par son harmonie, son unité, sa longueur. Disons-le clairement, le Bordeaux que l'on admire, celui labellisé par l'UNESCO, est principalement celui de cette période. Pour dénicher les traces des époques plus anciennes, comprendre pourquoi nous n'avons qu'une vision partielle de cette histoire si riche, direction la cathédrale Saint-André. En quoi cette cathédrale est un bon exemple de l'accumulation des périodes dans l'histoire de Bordeaux ? Les éléments les plus anciens sont du 11e, un peu après 1150. Elle est complètement refaite. Et depuis ce moment-là, on est sur une évolution constante, avec des reprises, avec des restaurations. Une cathédrale, c'est un chantier perpétuel. Ça fait 800 ans que cet édifice est en travaux. Elle a beaucoup de singularités quand même, cette cathédrale Saint-André. Oui, mais tiens, à commencer par cette façade. Là, on est sur la façade principale, la façade occidentale. Elle est nue parce que ici, en plein là où nous sommes, il y avait le rempart romain. Autre particularité, cette cathédrale a un clocher qui est isolé, la tour Péberlan. Oui, effectivement, un campanile. Traditionnellement, on dit souvent que c'est pour éviter les vibrations des sons des cloches, que ça aurait gêné la solidité de la cathédrale. On dit aussi que c'est à cause du sol qui n'était pas très solide. En fait, on ne sait pas très bien pourquoi c'était comme ça. C'est une mode surtout. Pour les archéologues comme toi, les grands travaux dans une ville, c'est une aubaine parce que vous pouvez un petit peu aller dessous. Et là, en 2003, à l'occasion des travaux des tramways, vous avez fait une belle découverte ici. Oui, ici donc un porche que l'on peut interpréter aussi comme un clocher-porche, le premier clocher de la cathédrale, construit vers 1145, disons. On trouve les 4 grosses piles, composées de plusieurs colonnes, liée avec les seuils, les sols. Dans la mesure où on ne pouvait pas la montrer au public, l'idée a été de la montrer en restituant l'ensemble d'une manière virtuelle. Un clocher-porche qui s'élevait à quelle hauteur ? On a considéré qu'il fallait au moins une trentaine de mètres parce qu'il fallait que le son puisse passer au-dessus de la cathédrale. Tout est conservé sous le dallage actuel, hein. C'est extrêmement important. Ah, elles sont encore dessous là. J'ai négocié avec les archis au millimètre près pour que ça passe au-dessus. Et ce clocher-porche, alors pourquoi il n'est plus là aujourd'hui ? Pourquoi il a disparu ? Ou alors, il a eu une vie assez longue. Et on va assez vite fermer un certain nombre d'ouvertures, le transformer en chapelle, puis en crypte funéraire. Et finalement, on va
le démolir, le déraser. Peu de temps après que le clocher-porche a disparu, on ouvre cette nouvelle entrée, la porte royale, richement décorée, réservée aux hôtes de marque. En 800 ans, la cathédrale n'a cessé d'être transformée, aménagée, en partie détruite, puis reconstruite, exactement comme la ville elle-même. Avec Pierre, nous montons maintenant vers les toits de la cathédrale. Un labyrinthe fait d'escaliers, de couloirs, de portes. L'occasion de découvrir l'envers du décor, des parties inaccessibles au public. Là, on est au cœur de la construction du savoir-faire gothique Tout à au-dessus fait. de nous. On est sur le déambulatoire ici. Le déambulatoire avec les absidioles. La cathédrale est aujourd'hui au centre de Bordeaux. Mais il n'en a pas toujours été ainsi. L'emprise de la ville a évolué au fil des siècles. On mesure peut-être pas à quel point les remparts ont joué un rôle dans le développement ou la contrainte de la construction de la ville. Oui, bien sûr. Alors, à Bordeaux, on en a 3 successifs. Le rempart romain ne faisait que 31 hectares. Donc la ville était contrainte dedans. Et puis elle s'est étendue jusqu'au beffroi que l'on aperçoit là-bas. On appelle la grosse cloche. La grosse cloche, oui, qui est sur l'enceinte du XIIIe siècle. Et au XIVe siècle, la ville est immense. Dans les 170 hectares, quelque chose comme ça. Il y a des vignes dedans, il y a de tout, il y a des cultures. Et cette ville va rester à l'intérieur jusqu'au XVIIIe siècle. Et c'est avec Tourny qu'on va imaginer de pouvoir passer outre le rempart. Mais ce qui fait que Bordeaux, d'une enceinte sur une autre, a été pendant 15 siècles une ville enfermée. Pierre, qu'on n'a pas toujours eu cette vénération pour les bâtiments anciens. C'est même exactement le contraire. Le IIIe siècle romain démolit le IIe siècle, qui a démoli le premier, qui a démoli la protohistoire. Le Moyen-Âge, c'est pareil, tout se démolit à n'en plus finir. Alors, de temps en temps, on garde un bout de quelque chose en se disant que c'est plus sacré, par exemple dans une église, des choses comme ça. Ça peut arriver. Je ne crois pas qu'il y ait eu d'autres périodes qui aient autant mis d'efforts, autant de budget que la nôtre pour conserver. Il était largement temps de le faire parce qu'on arrive en bout de course. Cela signifie qu'il y a une ville invisible en fait. Oui, d'une certaine manière, c'est le paradis des archéologues. C'est celle qui se trouve sous le sol. Difficile quand on n'est pas archéologue de prendre la mesure de ces évolutions, de sentir à quel point les périodes s'imbriquent les unes dans les autres. À moins d'être un oiseau. Pierre nous emmène à quelques mètres seulement de la cathédrale, dans cet immeuble actuellement en travaux, où dans les années 1990, des fouilles ont été effectuées. On est dans une église du XIe siècle et on a construit en 1980 un bâtiment, mais qui a respecté l'enveloppe conservée de l'église. La vue aérienne est surprenante. Attention, on est dans des travaux. On descend au sous-sol. Mais ce n'est rien par rapport à ce qui se cache dans les caves. Donc dans le sous-sol, on a les résultats des fouilles de 1983, le chevet d'une église paléochrétienne. On est au milieu du VIe siècle. C'est l'église la plus ancienne dont on peut voir des restes aujourd'hui sur Bordeaux. Le fait qu'on ne voit pas aussi facilement que ça, dans la rue, ces monuments aussi anciens, ça dit quoi de l'histoire de Bordeaux? Et c'est parce que Bordeaux a été tout le temps riche. Les villes qui ont beaucoup de monuments sont des villes qui ont été pauvres à un moment donné et qui n'ont pas détruit. Quand une ville est riche, elle se détruit elle-même. Bordeaux est donc une ville aux apparences trompeuses.
difficile pour le promeneur, séduit par l'harmonie, les belles pierres et les monuments aux justes proportions, d'imaginer l'importance des changements au fil des siècles. Nous voici place des Quinconces. Cette esplanade est réputée pour être l'une des plus grandes d'Europe. À l'une des extrémités, le monument aux Girondins, élevé en 1902. Une colonne de 43 mètres de haut posée au milieu de superbes fontaines, pensée comme un élément d'une mise en scène urbaine. L'architecte Poitevin, qui a aménagé cette place, a de suite voulu créer, face au quai, une entrée théâtrale, et donc il construit ces deux colonnes, les colonnes rostrales, qui sont des phares, puisque l'objectif c'était ça aussi. La nuit, il y avait une lumière pour annoncer l'entrée du port aux bateaux qui naviguaient sur la Garonne. Impossible de deviner à quoi ressemblait cet endroit avant la création de la place au XIXe siècle. Et pourtant, l'édifice qui s'élevait ici était l'un des plus imposants de France, une immense fortification qui changeait totalement la physionomie du lieu, le château Trompette. Au milieu du XVe siècle, après 300 ans d'occupation anglaise, le roi de France décide de compléter les fortifications de Bordeaux. Il crée le fort du Ha et donc le château Trompette, d'abord pour protéger Bordeaux d'invasion extérieure, mais aussi pour canaliser Bordeaux. Parce que Bordeaux est un peu rebelle, et on le verra au fil des siècles, il y a de nombreuses révoltes. Et d'ailleurs, cette fortification, au XVIIe siècle, va devenir encore plus imposante, puisque le roi de France, Louis XIV, missionne son ingénieur Vauban pour réaménager cette citadelle, cette fortification. Le château Trompette, devenu inutile, sera vendu par Louis XVI avant d'être carrément détruit en 1818. On avait alors besoin de relier le centre-ville au quartier des Chartrons, le cœur du commerce du vin. L'urbanisme a toujours été un outil, soit pour développer l'économie, soit pour affirmer sa puissance, envoyer un message. Pour le comprendre, nous nous rendons dans le quartier Saint-Michel. La basilique, construite entre le XIVe et le XVIe siècle, fut financée non pas par le pouvoir central, mais par les habitants du quartier. Comme pour la cathédrale Saint-André, le clocher est dissocié de l'église. Cette flèche Saint-Michel, elle est impressionnante dans ses dimensions. Ah oui, elle fait 114 mètres de haut. C'est, on peut le dire, après les pyramides, certainement l'édifice en pierre isolé le plus haut de la planète. On est donc beaucoup plus haut qu'à la cathédrale Saint-André. J'imagine que c'est pas innocent. Et effectivement, au XVe siècle, le quartier de Saint-Michel est un quartier très riche. C'est le quartier des marchands, des commerçants. Et il y a une concurrence avec le collège de la cathédrale. Et effectivement, l'argent est ici, donc on le montre. Dans leur désir de vouloir aller toujours plus haut, les hommes sont parfois rappelés à l'ordre, comme si leur ambition était aussi un peu d'arrogance. La flèche Saint-Michel en est une belle illustration. L'édifice, si haut, si fin, a été victime des tempêtes, de la foudre. En 1768, après un ouragan, la partie supérieure s'effondre, le sommet de la tour devient plat. La reconstruction attendra 1860 quand Paul Abadie, l'architecte du Sacré-Cœur de Paris, restaure la flèche dans toute sa splendeur. Mais l'édifice, toujours aussi fragile, nécessite une surveillance permanente. Les moments que nous allons maintenant partager avec Nicolas et ses collègues cordistes sont, sachez-le, exceptionnels. Après une première intervention à l'intérieur de la flèche, ces experts du vide partent préparer les gros travaux à venir. Et ça, c'est la surveillance qu'on a depuis des années sur la flèche, où on y vient régulièrement observer, mesurer, surveiller la vieille dame pour qu'elle soit là. Elle est debout depuis 492, donc on ne voudrait pas qu'elle tombe, et donc on est là à son chevet.
Accompagner Nicolas dans son ascension, c'est vivre une expérience inoubliable. Prendre un ascenseur émotionnel. La première fois où tu es monté là-haut, Nicolas, t'en souviens encore ou pas? Ah oui, parce que c'était assez particulier. Tempête 99. Et on me dit, faut monter là-haut pour aller voir si ça tient, si la flèche, elle tient debout. Vous savez, quelqu'un est déjà monté, et là on me dit, bah si, en 1945. Ils ont été mettre un drapeau bleu, blanc, rouge. Wow. Je fais quoi? Et depuis, bah on sait pas. Mais ça tient la flèche. Ah ça, bah c'est vous qui allez nous le dire. Et puis t'arrives en haut, et puis, bah non, elle est comme neuve. La flèche Saint-Michel, elle a un caractère fantastique. Ce campanile planté au milieu de la ville, t'as l'impression de toucher le passé, de faire ce voyage dans le temps de Bordeaux et d'être toi-même ce petit élément qui fait que ce monument est là depuis 600 ans et qui sera là encore bien après notre mort. Et ça, c'est juste magnifique. Ça donne un sens à la vie presque. Alors toi, t'as pas peur? T'as pas le vertige? On fait les beaux, on dit ouais, même pas mal, on a du sang d'Indien, non, taratata. On a le vertige aussi, et ça fait, c'est impressionnant quand même. On est les rois du monde ici. Eh. Là, ici, on vole au-dessus de la ville. Voir la ville autrement, sous tous les angles, mais aussi dans sa richesse, n'est pas a priori à la portée de tous. Quoique, depuis peu, Bordeaux propose une visite d'un genre nouveau, utilisant la technique de la réalité augmentée, Imayana. Équipées d'un écran tactile, ces familles partent pour un voyage dans l'espace et le temps. Le château trompette, le bateau. Regarde les calèches là, la calèche. Ah oui, château trompette. Ah oui, mais... Alors le principe de la réalité augmentée, c'est d'être capable de superposer dans le réel des images 3 dimensions. Ces images 3 dimensions, en l'occurrence, sont des images du passé. En fait, on a conçu une sorte de machine à remonter le temps qui nous permet de nous immerger dans le Bordeaux du XVIIIe de manière très réaliste, de manière extrêmement calée, c'est-à-dire que par rapport au point où on se situe, on peut remplacer un bâtiment à quelques centimètres près par rapport à ce qu'il a été, en particulier au XVIIIe siècle. Là, par exemple, on est face au Grand Théâtre et alors il est carrément en train de disparaître. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Parce qu'en 1850, il n'était pas construit encore, hein, donc il disparaît. Donc, Et on voit les bateaux apparaître du coup derrière. Et du coup, on arrivait à voir jusqu'au quai, effectivement, où vous voyez les mâtures des bateaux et l'activité des quais qui se passait, ainsi que le cours du Chapeau Rouge, qui est dans son état moyenâgeux, en fait. Et là, il y a le château Trompette en face de nous, alors. Et là, vous avez le château Trompette. C'est le château Trompette qui gardait, en fait, le port de Bordeaux. Alors, ce château que vous voyez dans le paysage, vous pouvez, à travers cette expérience, aussi le visualiser à travers un petit film d'animation 3D qui permet d'avoir une vision aérienne, une vision qu'on pourrait qualifier de drone, hein, une vision de drone, juste au bout des quais, quoi, voilà. C'est ludique, c'est un spectacle grand public, mais derrière, il y a un comité scientifique, il y a des chercheurs, des spécialistes de l'époque qui ont alimenté, validé
à la fois les lieux, les discours, les personnages que vous allez rencontrer, puisqu'on rencontre aussi des personnages. On fait revivre des personnages du passé. Louis Urbain Aubert, marquis de Tourny. Je vous disais donc que j'étais très fier de ces années. Ça permet de redécouvrir, d'avoir un autre regard, de lever la tête, d'aller voir des détails architecturaux, des éléments, les fameux mascarons que l'on voit arriver des façades, qui sont les petites sculptures qui ornent et qui sont caractéristiques de l'architecture de Bordeaux du XVIIIe, et d'avoir une autre vision en fait du décor qu'ils ont en face d'eux. Donc tout ça, ils le découvrent en même temps avec une expérience ludique effectivement et culturelle. On est sur les quais face au miroir d'eau. Imaginons qu'on recule notre monde de 300 ans. Où est-ce qu'on serait? Les pieds dans l'eau. En l'occurrence sur un bateau, si on ne veut pas mettre les pieds dans l'eau. On serait pas au milieu de la Garonne, mais presque. Les quais sont à peu près au niveau du tramway. C'est-à-dire environ quoi, 100 mètres 150 mètres, oui. de l'actuel. De l'actuel, oui. On comprend, grâce à ces images quand même, à quel point justement la ville a changé. En quoi, selon toi, ça peut changer le regard qu'on porte sur la ville dans laquelle on vit, la ville que l'on visite? Alors ça change le regard parce qu'on a toujours l'impression qu'une ville en pierre comme ça, majestueuse, est un peu figée. Et en fait, il faut comprendre que la ville est en mutation permanente au travers des siècles, que le cours du Chapeau Rouge était un cours moyenâgeux, qui était devenu classique, qu'ensuite le Grand Théâtre est venu. Et ce perpétuel mouvement de la ville fait qu'une ville vit, évolue, et on le voit. Donc effectivement, connaître l'état de la ville à certaines époques est une meilleure appropriation et forcément un mieux vivre ensemble, je pense que ça y participe. Et en même temps, tout élément culturel y participe aussi, quoi. Y a des choses qui n'ont pas changé, c'est que Bordeaux, c'est une belle ville. C'est une très belle ville, tout à fait. C'est une très très belle ville. Surnommé un temps la Belle Endormie, Bordeaux s'est réveillé. De nouveaux grands projets ont fait surgir les grues. Les chantiers se multiplient, comme autour des bassins à flot dans le quartier de Bacalan. L'ancien pôle industriel et portuaire est en pleine mutation avec comme symbole la Cité du Vin. Alors que Bordeaux est le royaume des lignes droites, ici, les architectes revendiquent l'omniprésence de la courbe. La courbe existe traditionnellement aussi dans l'architecture, la voûte. C'est une des premières choses qui a été imaginée par les humains pour couvrir un habitat, par exemple. La cabane primitive, elle est avec une voûte, par exemple. Et donc c'est un thème traditionnel de l'architecture qui là est un peu détourné. C'est une voûte un peu dynamique, avec un mouvement balancé. Toute l'histoire de l'architecture, elle consiste à conquérir cette hauteur, à conquérir le volume, en ayant le moins de poteaux possible. C'est ce qui a été fait dans les églises, par exemple. Être innovant, sans pour autant rompre l'harmonie, est un sacré défi. Surtout dans une ville qui s'est forgé son identité avec ses belles pierres blondes, son unité de couleur. Sur l'extérieur, on a travaillé sur des tonalités qui sont plus dans le doré pour effectivement se rapprocher des tonalités de Bordeaux, se rapprocher éventuellement des tonalités que peut avoir la Garonne sur certaines lumières. Et ce qu'on a utilisé dans ces cas-là, donc c'est à la fois du métal avec des pigments qui jouent avec la tonalité de l'atmosphère et aussi du verre avec plusieurs variétés de verre et faire une nuance qui soit plus subtil que juste un gros projet voilà, en pierre de taille, quoi. C'est depuis le sommet de l'une des piles du pont Chaban que nous allons vous saluer, un pont levant
qui depuis 2012 impose sa silhouette, sa technicité, sa modernité à l'entrée de la ville historique. On ne pouvait rêver meilleur endroit pour conclure notre voyage, car quoi de mieux qu'un pont pour rappeler la nécessité de relier plutôt que séparer, mettre en relation les hommes, mais aussi les époques. C'est cela, une ville en mouvement, un respect des racines qui n'exclut pas la volonté d'innover pour inventer l'histoire de demain.